Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Africly, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Alors aujourd'hui, je suis à la Bibliothèque Congo dans le cadre des pauses lecture et nous avons l'honneur de recevoir le jeune auteur Elvis Tambwa. Elvis, bonjour. Bonjour. Et bien sûr, nous sommes avec notre complice de toujours, José. José, bonjour. Bonjour Marie-Thérèse, bonjour Elvis. Bonjour. Ben voilà, je vais commencer par des petites biographies. Donc, tu es âgé de 30 ans. Ouais. Tu es né à Kinshasa, donc tu es quinois, comme moi. Et moi, il y a deux choses qui m'ont attiré mon attention dans ta biographie et j'aimerais bien que tu expliques un peu. Donc, c'est ton engagement dans la culture, notamment dans la candidature pour l'inscription de la rumba au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ouais. Voilà. Oui. Et quelle a été ton action dans... En fait, c'est vrai que c'est la première fois que j'en parle comme ça dans une interview vraiment. C'est allé très vite déjà. C'est allé très vite. J'ai rencontré un monsieur au Salon du Livre africain de Paris en 2021 qui chantait en lingala. Il chantait en lingala et j'étais avec un ami, on passait. Et il chante en lingala et nous on le parle en lingala directement et il me répond. Il s'appelle José Nzolani. Je sais pas si vous connaissez. Il apprend le lingala par la rumba et tout ça. Et il me dit, tiens, écoute, moi j'aime bien la rumba. Et j'ai présente des émissions qui s'appellent Au son de la rumba à la radio Fréquence Paris Pluriel. Si jamais t'as du temps, passe me voir. Et j'ai trouvé super intéressant. On a été manger avec lui, je crois, après. On a beaucoup discuté. Puis il organisait déjà beaucoup de rencontres autour de la rumba depuis très longtemps parce qu'il a baigné un peu dans cet univers-là. Il a fréquenté toutes les grandes pointures de la rumba, que ce soit Taboulé et toutes les autres personnes qui ont été ici, des passages en Europe. Sauf que il savait pas communiquer. Lui, la communication, c'était pas son truc. Lui, il était vraiment vieille école, vieille école. Et moi, je sortais de mes études de communication. Je lui ai dit, bah, tiens, écoute, tu sais quoi? Bon, moi, je peux toujours apporter un truc. Si tu veux, je peux communiquer sur les réseaux sociaux et tout ça. Il me dit, on fait comme ça. Et on s'est revus très souvent chez lui à la maison et on pensait à toutes les stratégies, comment faire venir les gens pour faire une rencontre vraiment officielle pour parler de la rumba. Et cette rencontre, on a eu pas mal de gens, le fils de Lombo Makali, je crois. Franco, il y avait Pela Simba qui était du groupe Tuzolana à l'époque. Et pas mal de gens qui connaissaient vraiment Carrefour Africa Jazz. Et on a emmené des gens pour parler de la rumba. On a parlé de la rumba. Il y avait aussi l'ambassadeur Henri Osevi qui était venu. Et normalement, la rumba devait être, pour les élections, ça devait se passer à Colombo, je crois. Mais bien avant, il y avait la semaine de la francophonie, je crois, à l'UNESCO. Et nous, on a opté de prendre les mêmes musiciens qu'on avait payé pour la rencontre. On allait faire la musique à l'UNESCO. Et ça, je crois que c'était le coup de marteau, si je peux dire comme ça. Parce que avant les élections, on a dû mettre la musique en boucle dans leur tête pendant toute une soirée où les gens étaient en train de danser sur du franco, sur du Mario toute la soirée. Et juste après les élections, bah, la rumba a été ajoutée à l'UNESCO et c'était très beau. Wow. Vraiment, on a vraiment joué sur du soft power. En faisant danser les gens à la rumba pendant toute la soirée. Et ça s'est fait très, très simplement, je crois. Wow. Même si je crois peut-être le dossier était déjà sur la table parce que ça fait bien longtemps. La rumba cubaine a été rajoutée bien avant. Mais la rumba congolaise, pour moi, ça a été une évidence. Elle aurait dû être rajoutée depuis bien longtemps parce que c'est le pilier quand même de tout ça, avec tous les voyages transatlantiques, la musique qui part avec les esclaves, qui se transforme de l'autre côté, qui revient en format CD. Mais pour moi, il fallait bien qu'elle ait sa place là. Et heureusement, on a eu José Nzolani, qui est quelqu'un que je vous conseille d'aller voir de près. Et ben, il est presque pas connu parce qu'il fait tout avec ses propres moyens. C'est vraiment un amoureux de tout ça. Et... donc, à partir de José Nzolani, on a dû travailler, créer des événements, organiser des événements. On a tout payé de notre poche. À l'époque, je t'ai découvert. On l'a payé à manger on l'a payé à manger pour les gens. Sa femme faisait des beignets, on a fait des beignets. Il a ramené des livres. Quelle implication! C'est vraiment, oui, moi, ça m'a pris, mais c'était juste très beau de voir. Même les gens qu'on a rencontrés là-bas, il y a un monsieur qui s'appelle Bart, j'oublie son nom, qui vit en Belgique, son cliché, c'est un blanc, mais c'est lui qui détient
pas mal de droits sur la musique congolaise. Ah D'accord. bon? Ouais, il est grave sur CD et c'est un monsieur qui est exceptionnel et que j'ai rencontré là. Je m'attendais pas à... Si j'ai besoin de droits des anciennes musiques, des anciens succès par exemple, Mhm. je vais aller chez lui pour le demander parce qu'il en C'est a. bon à savoir. Lui, il rentre en négociation avec les familles. Du coup, ça m'a ouvert à presque tout ce monde-là, de Mhm. ces gens-là. Et ouais, c'était un moment très particulier, très énorme. Waouh, Vraiment. félicitations. Merci beaucoup. Waouh. Il faut féliciter surtout José parce que c'est lui qui Mais est... oui, c'est lui à la base, mais il lui manquait aussi cette com. Oui, Et il lui c'est manquait ça. ensemble. Ouais. Un Oui, travail oui. d'équipe. Oui, un travail d'équipe. comme on dit. Voilà. Alors, il y a autre chose que j'ai adoré dans votre biographie, ben, c'est la création de la boîte à livres Ah, dans la commune de Linguala. yes. Alors, Lingua, c'est chez moi. Lingua, c'est là que j'ai grandi. J'ai passé ok. toute ma vie là-bas. Mhm. Et moi, je suis rentré dans la littérature un peu par brutalité. Pas brutalité, brutale, mais Ah, c'était un choc. Moi, mon père, il lisait beaucoup. Il Mhm. avait une bibliothèque comme ça, en vrai, Mhm. presque. Et chaque jour, en rentrant du travail, il ramenait toujours des magazines et des bouquins. Sauf que nous, on était presque la génération connectée, on était devant les écrans. Et lui, ça le faisait un choc de se dire, mais moi, j'ai souffert pour apprendre à lire. On n'avait pas d'argent pour acheter des livres. Vous en avez à portée de main, mais vous ne lisez pas. Il y a un problème quelque part dans le système. Ah ouais, je comprends. Et Mhm. il y a un jour, il vient, il nous donne des livres, à mes frères et moi, il dit, allez-y, lisez ces livres, dans 2 jours, vous me faites un résumé. Pour moi, c'était un choc. Ça, c'était un choc. Et tu ne peux pas mentir à ce mec-là. Il a lu ses livres, il connaît le livre, et tu ne peux même pas affronter son regard. Et à force, je me dis, mais quand je suis rentré là-dedans, je me suis rendu compte que c'était très important un livre. Et j'ai vite fait le tour, je me suis rendu compte qu'on n'a pas de bibliothèque dans les écoles. Mhm. À Kinshasa, pas que à Lingala, mais vraiment dans les écoles, on n'a pas de bibliothèque à l'école. Il n'y a pas ce système d'aller prendre un livre pour Mhm. lire. Mhm. Et les livres coûtent cher pour ce que c'est. Ici, on peut s'acheter des livres de format folio à 2 euros. Mhm. Mais là-bas, 2 euros, il faut le mettre déjà en francs congolais, c'est beaucoup. On pense à manger déjà. C'est ça. Donc, du coup, je me suis dit, pendant un moment, depuis 2022, je me dis, comment faire pour rendre les livres presque accessibles et gratuits? Mhm. Du coup, je me suis dit, monter une boîte à livres, prendre des livres que j'ai ici moi-même, faire des récoltes chez les gens qui ont des livres qu'ils veulent jeter et offrir, prendre, mettre dans une boîte à livres qui va marcher sur un système de rotation, Mhm. de façon que si j'ai un livre de médecine qui traîne chez moi, je m'en sers pas, je vais le déposer dans la boîte. Peut-être je trouverai un roman Mhm. qui va me plaire, je prendrai Système un d'échange. système d'échange indirect, parce que tu vois pas la personne qui C'est ça. dépose et déposer à tout moment. Et c'est comme ça qu'est née l'idée. J'ai constitué avec ma famille, ma mère qui connaît des menuisiers à distance, on a essayé de voir à distance, Ah ouais. demander l'autorisation à la mairie, à Mhm. la commune qui doit booker une date spécifique pour faire la rentrée officielle, enfin l'exposition officielle. Et du coup, ça s'est fait comme ça. On a pris. Ouais, c'est toute une logistique, hein. Vraiment, il n'y a pas que la boîte à livres. C'est ça. À Kinshasa, il faut avoir les nerfs. Il faut avoir Parce les qu'il faut nerfs. avoir quelqu'un qui va prendre la boîte, l'emmener sur place pour pas C'est ça. qu'elle s'écasse. Et une fois sur place, bon, on s'est encore confronté à des problèmes. Le maire n'était pas au courant, quoi. Il était plus au courant de la rencontre. Ah, il n'était Du plus au coup, courant. du coup, j'arrive la veille, juste par instinct, je prends mes frères et je me dis, venez, on va aller voir la salle à quoi ça ressemble pour demain. Et on arrive, on va dans le bureau du maire, et je lui parle, il note l'événement à la dernière page de son cahier, quoi. Il ouvre et il dit, ok, on verra demain. Et je vais voir la salle, il n'y avait pas de chaise, il n'y avait rien. C'était limite un entrepôt où on prenait tout ce Ah que oui. la police réquisitionnait. Ok. Et du coup, il fallait faire de l'ordre. Il fallait anticiper, il fallait louer des chaises, il fallait... En fait, on commençait à faire tout ça à partir des 17h pour faire ça demain à 17h. En effet, il Donc faut on les avait nerfs. 24 heures Oui, pour oui, faire tout il ça. faut être solide. Sauf qu'on arrive à faire tout ce qu'on pouvait faire. On arrive le jour même, bah le maire, il est pas là. Du coup, il faut prendre l'adjoint du maire. Ah ouais. Elle s'improvisait un discours à la minute même. Hmm, L'électricité, il n'y en avait plus. d'accord. Il fallait rallumer les phares des voitures pour faire de la lumière. Ok. En fait, on était sur une scène qui était incroyable. Et à la dernière minute, l'adjoint du maire nous dit, bah, on va on va repousser l'événement pour demain. Enfin, c'était un vendredi, il me dit, on le fait samedi. Moi, je me dis, mais c'est impossible. Je suis quinois, on connaît les quinois. Mhm. Ceux qui sont déplacés là aujourd'hui, C'est aujourd'hui. ils seront pas là demain. Avec ou sans vous, on le fait. Mhm. Donc, elle est venue quand même faire son petit discours. Et après, elle était un peu furieuse. Du coup, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, allez, je m'en vais. Puis elle est partie. Et nous, on a partagé le moment avec ceux qui étaient là. Et c'était super intéressant. C'était un très bon moment. Mhm. Parce que dans l'idée, moi, je me suis dit, Kinshasa est une grande ville. Il y a 24 communes à Kinshasa.
Mhm. On n'a pas de bibliothèque municipale. Il n'y en a pas. Si on en avait une dans chaque commune, ce serait super intéressant. Même si c'est pas pour acheter, mais juste une petite boîte à livres où on peut trouver un livre, ce serait super intéressant de se dire que je vais à l'IMT et je prends un livre pour lire. Je sais qu'il y a un point à l'IMT où je peux prendre un livre, je peux déposer un truc. Ce serait super intéressant. Mais encore, on s'est encore confronté à un problème. La boîte à livres, elle est super belle comment elle est conçue. Du coup, on nous a dit, bah ça, d'ici demain, si vous laissez ici, bah ça part, ça devient un placard pour habits pour quelqu'un. C'est fini, où les gens viendront prendre la boîte et partir avec. Et du coup, la boîte, elle est chez ma mère en ce moment. Les livres sont là-dedans. Et s'il y a un événement, je pense maintenant à faire ôter de façon qu'elle puisse être mobile pour les Mobile, dans événements. les événements, oui, 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 oui. mais là, c'est encore un autre problème. Toujours parce que oui, il faut un peu la surveiller, quoi. Il faut la surveiller. Et si on met un policier pour surveiller, il faut le payer chaque jour. Il faut le payer quelque chose chaque jour. Même si c'est le policier de la mairie. Oui, oui, tout à Parce que fait. figurez-vous même que pour l'événement, il fallait avoir un micro. On a dû louer le micro du maire. Que son chauffeur m'a fait payer. Bien sûr. Le micro du maire qui est là, il m'a demandé de le payer quelque chose pour qu'il me donne le micro qui n'avait pas de pile. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il fallait s'accrocher. Il fallait vraiment un moral à toute épreuve. Je vous passe même les détails, sinon on va passer toute une journée à parler de ça. C'était incroyable. Mais c'était un roman en fait, La boîte à livres de Linguala. C'est un roman. C'est un roman, c'est toute une vie et c'est le reflet même de la vie quinoise. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, la moindre chose devient compliquée. Je crois que si je connaissais pas le rouage quinois, j'aurais craqué dès les 10 premières minutes, j'aurais abandonné. Mais je me suis dit, on va rester jusqu'au bout. C'est ça. Mais ça qui est beau, c'est qu'il y avait la passion de ce qu'on faisait. Et les gens qui sont déplacés, c'était les gens qui ont vu l'idée, qui ont trouvé super intéressante et qui sont venus pour ça. Et rien que pour les remercier et pour respecter leur déplacement, on ne pouvait pas le bouger, on allait le faire avec les moyens du bord. Avec ou sans électricité, avec ou sans monsieur le maire, ou madame l'adjointe du maire. Quoi qu'il arrive, quoi. Bourgmestre, plutôt, même. Oui, mais bourgmestre, on allait le faire. Et on l'a fait. Ce qui est génial dans ce projet, c'est qu'à défaut de bibliothèque, ben voilà, une solution de boîte à livres permet déjà de mettre quelque chose sur place. De remédier à voilà. D'être dans l'action. Oui, et pourquoi pas une boîte à livres chez quelqu'un. Exactement. Oui, ça aussi. Magnifique. Et ça, il faut s'accrocher encore. Waouh. Encore une fois, félicitations. Merci. Alors, bah oui, on va rentrer directement dans le roman. Donc, votre roman s'intitule Makila. Et Makila retrace le parcours de Chitwala, un enfant soldat. Donc on va pas tout dévoiler. Je sais pas si José, tu veux ajouter quelque chose par rapport à l'histoire. Non, mais je pense que qu'autant dévoiler l'histoire, c'est l'histoire d'un enfant qui se fait enlever. Ça, dès le début de l'histoire du roman, donc il se fait enlever au niveau de sa famille de manière assez violente. Donc c'est un livre, on est directement dans la violence. Oui. Voilà. Mais bon, qui montre déjà l'état d'esprit et il est enrôlé dans une armée de la rébellion, si on peut appeler ça comme ça, dans laquelle, en tant qu'enfant soldat, il va apprendre la violence, au sens propre du terme. Et tout le livre reflète un peu tout le passage, un chemin que cet enfant va suivre, une initiation, jusqu'à tout ce que ça peut engendrer comme action de sa part, mais bon, qu'il faut suivre dans le livre, avec beaucoup de péripéties, de cette vie, en tout cas de la guerre de l'Est. Donc c'est la guerre de l'Est, qui depuis des années, on les connaît, mais vraiment le chemin d'un enfant soldat dans la guerre de l'Est. Comment est-ce qu'au départ, innocent, jusqu'à devenir, entre parenthèses, criminel, on va dire. Voilà. Donc, en gros, c'est une histoire vraiment d'enfant soldat qui nous emmène sur ce conflit de l'Est dans lequel on vit ensemble. Alors oui, donc la thématique, bien sûr, c'est le conflit de l'Est, les enfants soldats, mais aussi finalement toute l'histoire du Congo. Au moins une partie. Et oui, justement, je trouvais que la description du personnage, ce qu'il vit, pour avoir lu beaucoup sur cette problématique-là, je me demandais comment vous avez procédé. Est-ce que ça m'a l'air bien documenté? Est-ce que vous avez eu accès à beaucoup de documentation, des interviews, des documentaires? En fait, comment vous avez collecté toutes ces infos pour construire votre personnage? Bon, déjà, je crois qu'il faut repartir dans les souvenirs, je crois.
Plus on prend de l'âge, on se souvient de l'enfance déjà. Je me suis un peu basé sur moi-même. Je n'ai pas été enfant soldat, je pourrais prévenir, mais plutôt dans la description, c'est qu'on me disait mes petits gestes, comment je me positionnais physiquement, je me disais. Mais il y a mon père travaillait il sortait les enfants dans les forces et groupes armés. Ça, c'est un détail encore à côté. Mais avant d'arriver sur celui-là, il y a déjà le bouche à oreille. Moi, j'ai grandi à Kinshasa. Après les 18 ans de Kabila, enfin, on a toujours entendu parler de la guerre. Ça a été le premier moteur de l'écriture, même s'il faut le dire dans ce sens-là. Parce que chaque jour, nous, on disait que genre, le pays n'est pas stable. On n'a jamais grandi dans un délire de ah, je vais sortir, jouer au ballon, et puis je reviens à 18h. On va dire, bah, dès que c'est 18h, il commence à faire nuit, il faut que tu rentres parce que il y a une instabilité. Pourtant, quand j'y pense, c'est tellement contradictoire parce qu'on est dans une instabilité à Kinshasa. Mais la guerre, elle est vraiment à l'est. Moi, je me demande toujours comment cette instabilité nous a touchés dans une certaine tranquillité, même si ça ne tire pas autant à Kinshasa qu'à l'est. Donc, je me suis commencé à repenser à toutes ces phrases-là, déjà, pour commencer. Et après, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aussi. On est dans l'ère du numérique, on n'entend plus parler de « Ah, ils sont morts il y a autant ». Il y a des images qui sont assez brutales, qui sont pas censurées, mais qui tournent. Moi, je me rappelle avoir vu des vidéos assez horribles, et j'ai presque pas dormi pendant 48 heures. Pendant que j'écrivais, je me suis arrêté pendant quelques temps. Le temps de digérer ça, parce que c'est en même temps, je me suis fait du mal, parce que j'ai ouvert grand mes yeux pour regarder, essayer de comprendre cette psychologie-là de la personne qui fait du mal à l'autre. Et après ça, je me suis posé quelques temps pour essayer de diluer cette peine-là. Mais vraiment, la partie de travail de mon père, elle a beaucoup joué parce que j'ai demandé à une de ses collègues spécialement qui m'a envoyé les statuts de comment il procédait pour sortir les enfants dans les forces et troupes armées, comment ça se passait, les approches, comment. Et ça m'a beaucoup aidé dans la documentation d'être un peu dans la proximité, dans l'à peu près de ce qui est. Mais après, en même temps, quand on écrit, je crois qu'on fabrique toujours quelque chose qui s'inspire de quelque chose qui existe. Même si c'est la réalité, dès le moment où tu écris une phrase réelle, tu rentres dans la frontière du fictif. Donc, la frontière, elle est très fine. Du coup, je peux écrire quelque chose de réel, mais tant que je transcris sur papier, je peux toujours être dans la fiction. Donc, tout ce que lui, il a fait, tous les statuts, tout ce qu'ils ont fait, en les écrivant, ça passe sur du fictif, mais en vrai, c'est du réel qui se passe quelque part dans le Congo, comme l'a dit José, depuis 30 ans. Et je n'ai fait que retranscrire toute cette violence que j'ai eue de manière assez orale, numérique, visuelle, et peut-être dans le toucher, parce que ça a tiré en 2007, à Kinshasa, 2007 ou 2009, je sais plus, on sortait de l'école. Nous, on était coincés, c'était pendant la récréation à 10h. Quand ça a commencé, ça s'est calmé un peu. Et il y a une tante qui est venue nous prendre. Du coup, c'était presque la première fois que nous, on a senti les secousses vraiment de la guerre. C'était entre Bemba et Kabila à l'époque. Ah oui. Cette époque-là, ça tirait peut-être pendant une semaine. C'était intense. Et vu que nous habitons à Lingwala, c'est vraiment, on est presque dans le centre-centre. Et c'était la première fois qu'on entendait vraiment des coups de feu, vraiment des vrais vacarmes, vraiment ça tirait dans tous les sens. Et que le soir, on se posait à partir de la fenêtre, on voyait les projectiles de couleur bien rougeante traverser la nuit. Et on a entendu nos voisins frapper à la porte parce qu'ils ont fui, parce qu'on leur parlait swahili chez eux, parce qu'ils étaient alliés dans les familles d'un politicien qui était plutôt avec Jean-Pierre Bemba. Et du coup, on leur parlait swahili, ils ont sauté le mur pour venir dire « Est-ce que vous pouvez nous héberger ?» Et mon père dit « Ben non, parce que sinon, il nous met nous en danger. » Et c'était cette instabilité-là où pendant une semaine, on mangeait du riz au lait. Encore, nous, on avait ça. Oui, c'est Mais ça. moi, je mange pas de lait. Mais j'étais obligé de manger du riz au lait. Et il y avait cette séquence-là où tu sors de toute ta zone de confort pour, tu ne sais rien, mais on était des dommages collatéraux, quoi. Des gens qui ont payé le prix de la politique. Et tous ces moments-là, quand je fais appel à mes souvenirs, du coup, je me replonge dans cette insécurité et je ne peux que cette ambiance-là. Cette ambiance, je ne peux que facilement réécrire ce qui se passe. Même si je ne suis pas exactement dans la peau de ceux qui vivent vraiment la chose, je crois que je me rapproche à minima de ce qui se passe. Vraiment. Ok, merci. Alors, le livre, comme l'a dit un peu José, est très très dur. Donc, on rentre directement dans la violence. Mais on sent néanmoins, tout au long du roman, comme une volonté de
de laisser une lumière quand Mm. même, de permettre à ces enfants-là d'être des enfants, notamment avec toutes les scènes où il y a l'amitié. Mm. Il y a des scènes incroyables dans cette église où ils Mm. vont, où tout est sacré et où le temps s'arrête pendant cette guerre, enfin. Et aussi, ce qui me touchait aussi, c'est par moments l'observation de la nature. Mm. Donc ça permettait aussi le temps de s'arrêter. Donc, en écrivant, donc vous avez gardé quand même tout le long, vous n'avez pas oublié cette lumière et c'était vraiment une Je- volonté d'écriture. Oui, je crois qu'il faut garder l'âme d'enfant dans le livre, parce qu'il s'agit d'un enfant de toute façon. Mhm, Et oui, c'est triste à dire, il est brutal, parce que la guerre, elle est totalement brutale. La guerre, elle est pas, c'est mhm, pas une douceur non plus. Et moi, je ne sais pas comment je pourrais décrire la violence avec des mots qui sont plutôt doux. mhm. Ça n'existe pas, c'est tellement C'est impossible. contradictoire. Et c'est aussi une façon pour que les gens qui vont lire, pour qu'ils se disent, oh, c'est vraiment ça la guerre. Parce que peut-être que les images ne suffisent plus ou les beaux discours, Mhm, mais par la littérature que les gens arrivent à comprendre ou à ressentir certaines choses. mhm, Mais je voulais bien garder l'âme d'enfant, parce que pour moi, un enfant reste toujours un enfant, quoi qu'il arrive. mhm, Dans ce contexte de guerre, c'est juste des chars à canon qu'on utilise, c'est juste un nombre qu'on prend, on donne des armes, parce qu'ils exécutent plus facilement que les adultes. Un mhm, enfant, t'es sous l'emprise d'un bourreau, il te nourrit, il t'héberge, et puis il te dit, bah, tiens l'arme, tu vas tirer là-bas, tu vas le faire, sans mhm. réfléchir. Mais quelques temps après, on te donne un ballon, tu vas déposer ton arme, tu vas aller courir derrière le Ouais. ballon. Parce que je crois que cette âme-là, c'est même la littérature. L'enfant, il est là pour rêver. L'enfant, il rêve, il peut se Mhm, raconter des histoires avec deux cailloux qu'il trouve par terre, ouais. il en fabrique un truc. Mhm, Et cette âme-là, pour moi, elle était très précieuse de me dire que même si on gâche tout ce qu'il a dans la tête, son cœur reste quand même pur. mhm, Parce que même, il y a un moment où tu traverses la violence, tu te demandes pourquoi tu le fais. Il le fait, mais il demande pourquoi il le fait. Au moins, il y a encore la conscience qui se demande qu'est-ce qui se passe. oui, Parce que pour moi, pour basculer du côté totalement obscur, c'est ne plus avoir une conscience qui te reproche du c'est bien ou ça. du mal. Pour moi, il y avait toujours cette phase-là, surtout que c'est une enfance qui a été totalement volée. Mhm, Il n'a pas vécu son enfance et il se rencontre à trouver deux amis qui sont comme lui. Bah, quand il faut aller à la guerre, c'est exécution d'abord, réclamation après. mhm, Mais quand il y a un temps de répit, bah, on se pose, on peut se raconter des histoires de mhm. être comme des enfants parce qu'on est exactement des enfants. Ouais. Ça passe totalement sur un paradoxe de dire enfant soldat, c'est un mot, c'est un nom composé assez, enfin, je trouve débile et Mhm, insensé parce qu'un enfant ne peut pas être un soldat. mhm. C'est totalement impossible. Ça va pas Ça ensemble. va pas ensemble. Un enfant est fait pour être un enfant, un soldat pour être un soldat. Et quand on commence à prendre l'enfant et lui mettre cette charge-là d'être soldat, on le déshumanise et on déshumanise même la race humaine Ouais. de gâcher une si belle période d'une vie Mhm. par une totale brutalité. Parce qu'après, il y a beaucoup de répercussions. Il y en a Ouais. qui n'en sortent presque jamais. Oui, c'est gâcher le futur quelque part. Oui, bah oui, parce qu'il y en a qui sortent jamais. Il y a des Juste, séquelles, il y a toute une vie. justement, j'allais en venir à la question des séquelles. Et est-ce que vous pouvez lire un passage? Lorsque je restais seul dans mon coin, j'entendais les hurlements des victimes résonner dans ma tête. Très souvent, j'entendais le son des rafales, des balles. Des images atroces défilaient en mode aléatoire. C'est comme ça la guerre. Même lorsqu'elle finit, elle ne se termine pas. Même si je ne la vois plus, ces images restent gravées en moi. Elles réjouent encore et encore. Et lorsqu'elles reviennent, elles restent, elles me torturent. Elles font de mes cicatrices de nouvelles plaies. La voici, ma véritable compagne, Madame la guerre. Elle m'a arraché de ma famille, m'a donné des amis avant de me les voler à nouveau. Quelle égoïste, la guerre. Les temps peut tout emporter. Les vents peut tout effacer. La profondeur de la mer peut tout noyer. Mais rien, nul ni personne ne peut supprimer tous nos remords. Surtout pas les miens. Même amnésie, la guerre aura toujours raison de moi, de ma mémoire, de ma conscience et de mon inconscient. Merci. Ouais, je t'en prie. Oui, voilà, avec cet extrait, donc, voilà, on voit que ben, une fois que l'enfant traverse tout ça, ben, malheureusement, ben, c'est ce que tu venais de dire, les séquelles. C'est des gens qui sont marginalisés de toute façon, parce que la société ne veut plus d'eux, parce que c'est des tueurs. Mais eux, bah, ils sont tueurs pas parce qu'ils le voulaient. C'est juste parce que c'est des gens qui ont été pris de court comme ça, et puis
C'est des victimes. C'est des victimes qui deviennent coupables, parce que le système, on ne sait plus qui condamnait eux, ou le système en est totalement perdu. Mais de toute façon, on va toujours se ranger du côté des enfants parce qu'ils n'ont rien demandé. C'est ça. Mais malheureusement, ça reste des tueurs maintenant, et parce qu'on leur colle cette étiquette-là, et eux ne peuvent plus vivre autrement. Il y en a qui dorment presque plus, il y en a qui sont totalement perdus. Bah oui, j'en ai rencontré 2, 3, mais c'est des gens qui sont brisés de toute façon. Oui. Parce que vous savez, pendant que vous faites la guerre, vous faites la guerre. C'est ça. Il faut faire tomber l'autre avant. Mais quand tu sors de là et que on commence à te dire que tu as tué 100 personnes, ça va trop vite. Même si on te dit que tu en as tué 2, tu es responsable de... Tu as du sang dans les mains. Pendant la guerre, tu n'as pas le sang dans les mains parce que tu es en mode automatique. Si je ne tue pas, c'est moi qu'on tue. C'est ça. Et Mode là, survie. c'est en mode survie. Et là, il n'y a pas de survie. Et là, tu es dans la société avec des humains qui n'ont jamais fait ça. Ils vont te dire, bah, toi, tu as déjà arraché la vie à autant de personnes. Nous, on l'a jamais fait. Du coup, t'es différent de nous. Même s'ils n'ont pas le contexte de comment tu as atterri là-dedans. C'est ça. Moi, je pense que ça, c'est vraiment de la responsabilité de nos sociétés africaines, parce que c'est le traitement des enfants, quand même, sur notre continent, c'est enfants soldats, enfants des rues, c'est assez compliqué, quoi. Oui. Alors, revenir un peu au positif aussi, ce que j'ai il faut bien. ce que j'ai beaucoup aimé dans votre texte, ce sont ces, je ne sais pas, bon, je trouve qu'il y a beaucoup de poésie. Ce sont toutes ces petites phrases qui parcourent le texte, donc des citations ou des vers. Ouais. Et donc, je voulais en partager quelques-unes. Je trouve que dans toutes ces batailles et dans tout ce sang, eh ben, on respire un peu. Il fallait bien respirer. Et voilà. Moi-même, je respirais à ce moment-là. Ah, voilà. C'est bien, tout le monde respire. Comme ça, on respire tous. Alors, il y a une petite phrase ici au début, c'est « La guerre, c'est l'amante des hommes qui n'ont des cœurs que pour haïr. » Ça, c'était une petite citation ici. Et une autre, « Les vraies douleurs ne s'expliquent pas avec les mots, elles se subissent. » Et c'était comme ça, donc j'en ai pioché quelques-unes. Et ici, la guerre change les gens. Elle les empoisonne, les détruit, même quand la paix les guérit. Je trouvais ça particulièrement fort. Et alors, avant de terminer, je vais en revenir au titre. Comment est né ce titre? Ce beau titre parlant. Le beau titre parlant. En fait, je crois que j'avais un titre avant, c'était Enfant soldat, je trouvais. Mais après, au bout d'un moment, je trouvais que c'était moins original aussi. Oui. Et j'avais aussi des petits soucis identitaires, s'il faut dire dans ce sens-là, où je me suis dit, pourquoi pas un titre en lingala, glisser un peu la langue aussi en même temps, le soft power. Mais surtout, Makila, quand je l'ai trouvé, ce mot, quand il a vraiment retenti dans ma tête, il faisait totalement sens parce que pour moi, c'était le mot de 6 lettres qui résumait tous les nombres de millions de morts. Je ne pouvais pas dire 6 millions de morts, j'ai dit Makila, c'est du sang. Juste pour vous dire qu'il n'y a que du sang là-dedans. Et parce que aussi le sang a une valeur assez significative un peu partout, quoi. Que ce soit dans la religion, que ce soit dans la fraternité, les pactes de sang entre amis. Frères de sang. Frères de sang, toutes ces déclinaisons qui viennent du mot sang. Mais là, c'était vraiment pour essayer de résumer toute une période de toute la vie d'un pays, pendant des résumés de 30 ans de guerre. Encore plus, hein, s'il faut le dire. 30 ans de guerre, ça continue, 30 ans de guerre. Autant de millions de morts aussi, parce qu'on nous parle de 6 millions de morts. Moi, je me pose toujours la question, qui a compté? Parce que déjà, on est dans un pays où, quand il y a des naissances, personne ne déclare qu'il y a autant d'enfants qui sont nés à tel endroit, parce qu'on n'arrive pas à contrôler totalement notre territoire. On ne sait pas, il y a autant de nés aujourd'hui, autant de naissances. On ne sait pas, il y a autant de morts aujourd'hui non plus. Qui a compté? Il y a peut-être plus de 6 millions de morts. Et du coup, je n'ai pas les chiffres exacts. Je ne sais pas humaniser tous ces chiffres-là. Je veux bien les humaniser parce que c'est des humains qui se cachent derrière les chiffres. Je préfère mettre un mot qui va résumer tout le bourbier dans lequel on est. Le sang. Alors pour terminer, je donne le mot de la fin à Chichuala, le héros. Est-ce que vous pouvez lire
Elle court. Le mot de la fin. Le mot de la fin. En Ah. plus, c'est la dernière phrase. Voilà, la dernière phrase du livre. Certes, l'Afrique ne gagnera pas toutes les batailles, mais ce qui est certain, c'est qu'elle les livrera toutes de son mieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Magnifique.